Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette double conférence pour les Nocturnes de l'Histoire organisée par la SOFO. Donc on va avoir notre premier intervenant, Monsieur Hainaut, doctorant cette année à l'UMR Orient-Méditerranée, merci. et aussi président de notre association Sorbonne Antique, qui va nous parler ce soir des aspects de la guerre irrégulière durant la guerre du Péloponnèse. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est un bon titre. Voilà, bon, c'est un bon titre, alors on peut y aller. Merci. Merci Pierre. Ok. Et bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler des aspects de la guerre irrégulière durant la guerre du Péloponnèse. Et voilà. Alors, comme en témoignent les nombreux travaux portant sur ce sujet, il est extrêmement complexe de définir la notion de guerre irrégulière dans son acceptation juridique ou morale, de par les multiples variables politiques, sociales ou culturelles, ainsi que les évolutions du paysage stratégique et l'effort de légitimation constant des acteurs des conflits. Cet effort de définition s'avère d'autant plus ardu dans le contexte antique, au vu du manque de données exploitables, mais aussi de leurs biais, même inconscients, qui complexifient les efforts de comparaison, regroupement et représentation. Il faut par ailleurs prendre en compte les mutations constantes de la pensée militaire pour des peuples loin d'être des blocs monolithiques, mais disposant d'une capacité d'adaptation particulière et traversée par de nombreuses influences au sein de la dialectique stratégique. Dans le cadre d'un conflit qui embrase le monde grec et sa périphérie, il convient de rappeler en effet que de multiples traditions militaires cohabitent au sein même du monde grec. Prédation, guérilla, utilisation de forces de cavalerie ou opérations amphibies. Il en va de même pour les aspects juridiques, religieux ou moraux très différents. Ainsi, au-delà de l'affrontement hoplitique, la guerre rituelle des Thessaliens et des Phocidiens voit le développement de nombreux procédés irréguliers, suppléés par des ruses de guerre sous le patronage d'Artémis, et ce, dès le VIe siècle. On ne saurait pourtant les exclure du monde grec. Le cadre juridique normatif, le nomos, défini par Yvon Garland comme l'ensemble des pratiques régulées, institutionnalisées, obéissant plus ou moins à certains accords officiellement conclus ou de coutumes tacitement admises, est une structure aux contours souvent flous. Et il apparaît bien souvent que le pragmatisme régisse les relations des Grecs avec ces normes. Cantonné à des considérations religieuses, juridiques ou éthiques, l'étude de la notion d'irrégularité dans l'Antiquité grecque ne peut suffire à établir une typologie des conflits. De par la multitude et la complexité de définition des identités ethniques, leur évolution permanente, ainsi que les entreprises de légitimation des conflits, renforcées par le patriotisme et l'ethnocentrisme des sources. Autant de facteurs auxquels s'ajoutent les problèmes méthodologiques, comme la transmission des traditions littéraires, les biais historiographiques, ou encore l'absence d'une conceptualisation des procédés irréguliers, propres à les faire émerger dans les récits des anciens. Il s'avère alors nécessaire d'aborder cette question sous le prisme de la théorie stratégique, en considérant l'irrégularité comme la volonté d'éviter l'affrontement direct des forces militaires, en particulier par la bataille rangée. L'analyse se concentre alors sur les stratagèmes qui visent à la dislocation de l'adversaire en refusant le choc décisif représenté par cette bataille. Ces stratagèmes doivent être appréhendés comme des procédés tactiques, opérationnels ou stratégiques qui relèvent non seulement de l'habileté du commandement et des forces engagées, mais illustrent aussi l'image de la guerre que se font les protagonistes du combat et les mécanismes constituant leur doctrine de guerre, et susceptibles de contribuer à définir leur culture stratégique et ses évolutions. Ces procédés irréguliers sont ainsi développés dans le cadre de stratégies indirectes. Celles-ci visent à la dislocation physique et morale progressive de l'adversaire dans une optique stratégique d'usure et non d'anéantissement, en attaquant des forces secondaires ou des sites périphériques afin de forcer l'ennemi à la reddition ou avant de l'achever par une bataille et ainsi imposer ses objectifs politiques. À propos du stratège, Liddell Hart a ainsi écrit que son véritable but ne sera pas tant de rechercher la bataille que de chercher à créer une situation stratégique si avantageuse que, si elle n'amène pas d'elle-même la décision, sa continuation par une bataille sera assurée d'obtenir cette décision. Ces éléments irréguliers révèlent de plus un savoir-faire qui illustre l'évolution de la pensée guerrière et les mutations qui l'accompagnent dans le cadre de principes stratégiques intemporels. Au sein de ces procédés, dont font partie certaines ruses de guerre, se trouve ainsi l'importance accordée à l'économie des forces, à la prise d'initiative et à la conservation de la liberté d'action.
La guerre irrégulière ne peut alors pas être réduite à la guérilla, à la petite guerre, mais représente une multitude de procédés comprenant les opérations spéciales, la subversion, le harcèlement ou l'attrition. Cette approche irrégulière n'est donc pas simplement la marque de fabrique de peuples aux capacités technologiques ou humaines inférieures à leurs adversaires, et qui n'auraient comme moyen d'éviter l'anéantissement que des procédés détournés, mais cette approche se retrouve aussi au sein d'armées aux capacités étendues et à la position hégémonique, dans le cadre du développement de stratégies alternatives. De par l'extension du conflit, non seulement au monde grec continental, mais aussi à l'Asie mineure, aux Grecs d'Occident et aux territoires au dehors, l'allongement des opérations et l'ascension aux extrêmes qui la caractérisent, la guerre du Péloponnèse voit ainsi se développer des procédés irréguliers dans le cadre de stratégies indirectes, révélateurs du développement de la pensée stratégique. Les Grecs font ainsi preuve d'un pragmatisme et d'une capacité d'adaptation à l'opposé de la vision archétypale transmise par une partie de la tradition antique, que ce soit pour la conservation des forces dans un état de guerre entre cités endémiques, ou pour conserver l'initiative face à des pratiques guerrières qui leur sont étrangères. En cela, cette approche stratégique de l'étude permet de dépasser l'essentialisation des cultures guerrières antiques en des modèles statiques, modèles qui présentent la guerre irrégulière comme indigne face aux phalanges, dont la vision frontale, simple série de manœuvres visant à atteindre la résolution par l'affrontement direct, et la bataille hoplitique, est régulièrement opposée aux phénomènes irréguliers qui seraient l'apanage de peuples barbares. Cette étude vise donc, au travers de l'étude de cette approche irrégulière dans le cadre de stratégies indirectes, à appréhender une partie des caractéristiques et des évolutions de la pensée stratégique grecque durant la guerre du Péloponnèse. Il s'agira tout d'abord de développer 2 exemples de stratégies indirectes caractérisées par leur utilisation de procédés irréguliers et les objectifs de ces derniers, avant d'aborder dans un second temps le cadre opérationnel nécessaire au développement de ces aspects irréguliers, et enfin les évolutions tactiques et le développement de forces spécialisées qui conditionnent ces différents éléments. Étudions tout d'abord des aspects de la guerre irrégulière dans les stratégies indirectes, et en premier lieu la guerre d'usure et la stratégie indirecte navale de Périclès. Durant la guerre du Péloponnèse, les procédés irréguliers représentés par l'approche indirecte s'articulent tout d'abord sous la forme de campagnes de raids, telles que celles mises en place en premier lieu par les Athéniens. Il s'agit alors de frappes lointaines effectuées dans des territoires à l'importance stratégique reconnue, mais éloignés des zones de conflit habituelles, en profitant du degré d'incertitude relatif aux opérations maritimes. Cette capacité de projection athénienne est un héritage déjà ancien des campagnes menées en Égée et aux techniques perfectionnées par les engagements de la Ligue de Délos et les différentes actions de répression menées pendant les décennies précédant le conflit. Thucydide développe en détail la stratégie navale de Périclès, visant à tirer profit des capacités de projection de la flotte athénienne pour harceler continuellement l'adversaire par des raids, au détriment de la défense de la Cora, du territoire de la cité, mais afin d'éviter une bataille rangée contre les Spartiates et leurs alliés. Pour mettre en œuvre cette approche stratégique, Périclès s'appuie d'une part sur l'expertise navale athénienne et les capacités matérielles et logistiques de la flotte de guerre, et d'autre part sur les revenus tirés de l'Empire athénien. Cette approche défensive par le vide, en refusant systématiquement l'engagement direct et en menant des opérations de harcèlement, vise à faire comprendre le coût de la guerre à Sparte et l'impossibilité pour les Lacédémoniens d'obtenir une décision favorable. L'idée étant que le prix à payer soit supérieur au gain escompté. Cette approche indirecte se traduit donc pendant toute la guerre par des campagnes de raids comme ceux effectués en Mégaride dès 431, ou encore en 424, mais aussi l'important raid de 430 mené par Périclès autour du Péloponnèse avec une centaine de navires, ou les raids contre la Laconie depuis Cythère et Pylos. Plusieurs centaines de raids sont ainsi entrepris pendant la guerre, de l'Égée à l'Élide en passant par la Thrace. Si cette approche stratégique indirecte n'est pas nouvelle, Hérodote l'évoque pour des cités ioniennes comme Milet contre le royaume de Lydie, et le stratège athénien Tolmidès avait ravagé l'arsenal spartiate à Gitéion et a dévasté le littoral péloponnésien en 455, durant la première guerre du Péloponnèse, elle est systématisée par Périclès. Cette stratégie est ainsi un brillant exemple de stratégie indirecte illustrant la culture de guerre athénienne, en ce que les forces athéniennes se concentrent sur des théâtres d'opérations périphériques et des forces secondaires dans une guerre d'usure afin de disloquer progressivement le dispositif ennemi et l'amener ainsi à la reddition. Voyons maintenant la campagne en Thrace et la stratégie indirecte de Brasidas sur la Chalcidique, le talon d'Achille de l'Empire athénien. La seconde application notable de procédés irréguliers au sein d'une stratégie indirecte découle de l'impasse stratégique des invasions de l'Attique, du harcèlement athénien et du désastre de Sphactérie qui conduisent les Spartiates à modifier leur approche avec la campagne de Brasidas. Lors de son départ vers la Chalcidique en 424, il dispose seulement de 1000 mercenaires péloponnésiens et de 700 hoplites ilotes et reçoit comme ordre de ravager la Thrace et de fragiliser l'emprise athénienne en suscitant des révoltes,
en réduisant les possibilités de tribus, mais aussi en interdisant aux Athéniens l'accès aux ressources forestières et minières. Perdiccas de Macédoine lui fournit du ravitaillement et les Chalcidiens lui fournissent des troupes. Il pousse ainsi Acanthos à faire défection en menaçant de destruction les vendanges, menace latente aux Acantiens à qui il assure pourtant ne vouloir utiliser, je cite, ni la force ni la ruse, pour en faire des alliés. À cette défection s'associe Stagir. Il lance, durant l'hiver, une expédition contre Amphipolis, facilitée par le développement d'un réseau d'intelligence dans la place. Il arrive de nuit, par surprise, devant la citadelle et propose un accord que les Amphipolitains acceptent. Il mène par la suite de nombreuses attaques surprises, attaques nocturnes et campagnes d'intimidation durant le reste de la mauvaise saison pour détacher les villes de l'alliance athénienne. À Tauronée, il envoie des hommes s'infiltrer de nuit et ouvrir les portes à ses peltastes. L'année suivante, il continue sa campagne en Thrace, mais meurt devant Amphipolis en battant les Athéniens suite à une erreur tactique de Cléon. Les campagnes de Brasidas ne sont que l'exemple le plus éclatant du développement de cette stratégie indirecte par Sparte, effectuée au moyen de procédés irréguliers, à laquelle il faut relier par la suite les multiples interventions extérieures lacédémoniennes durant la guerre et particulièrement en Asie mineure. Ainsi, les campagnes menées par Sparte forment le contrepoint de la doctrine préconisée par Périclès, en attaquant les possessions et les intérêts athéniens en Thrace, en Égée et en Asie mineure. On retrouve ici les prémices de la conception de l'ordre oblique, en ce que l'adversaire voit sa liberté d'action réduite par une menace centrale, sans pouvoir porter assez de force pour défendre une aile de son dispositif, alors qu'une formation ennemie renforcée vient la frapper. Ces approches stratégiques indirectes de la guerre sont par ailleurs favorisées par la complexité des différentes étapes de négociation de paix, à l'instar de la paix de Nicias, qui peuvent produire des zones de flou juridique, comme durant l'affaire de Scionée, durant la trêve précédant le traité. Flou que les belligérants peuvent exploiter pour mener différentes opérations sans pour autant rompre les trêves ou même contrevenir aux armistices. A fortiori en faisant intervenir des acteurs non officiels comme les pirates ou certains mercenaires. La notion de koiné et irénée, la paix commune entre les Grecs, se développe seulement au IVe siècle et pendant la guerre du Péloponnèse, il est difficile d'atteindre une stabilité, même lorsque deux cités déclarent une suspension des hostilités. Par ailleurs, la confusion est aussi entretenue autour des interdits religieux et culturels et du discours qui les accompagne. On peut ainsi citer le raid sur Mytilène pendant la célébration d'Apollon Maloïès, ou l'affaire du décalage du mois de Carnéios par les Argiens. Enfin, la légitimation des conflits et la guerre de l'image et des idées contribuent au maintien d'une instabilité propice au développement d'armes de confusion. Voyons maintenant les avantages stratégiques procurés par l'approche irrégulière, qui sont multiples, mais en particulier les raids, les éléments majeurs de ces opérations. Les raids et les ravages qu'ils causent permettent en premier lieu de fragiliser l'équilibre politique et social au sein des cités ennemies en suscitant des mécontentements et en excitant les dissensions politiques afin de créer un climat d'incertitude susceptible de mener à une stasis, ou tout du moins à des désordres civils conséquents. Les corps syriens en fuite effectuent ainsi des raids depuis les territoires en face de l'île pour provoquer la famine, mais surtout contribuer à la déstabilisation politique de l'île. Dans un deuxième temps, les raids et les pillages permettent aussi de fragiliser l'équilibre économique des cités ennemies, en interrompant les travaux agricoles, en dérobant les troupeaux et en pillant ou détruisant les infrastructures de production, mais aussi en attaquant les marchands et en frappant les établissements d'échange. Ils permettent ainsi de réduire l'engagement militaire de l'adversaire en attaquant les sources principales de financement de la guerre, surtout à partir du moment où les mercenaires commencent à apparaître en plus grand nombre. Ces opérations permettent à l'opposé, au-delà d'enrichir la cité des assaillants, de contribuer à l'entretien des troupes et des flottes par la vente du butin et la prise de prisonniers. En cela, en nourrissant la guerre par la guerre, ces procédés se rapprochent de la piraterie et de la prédation économique de certains États. Un troisième aspect très important est la volonté de fragiliser les alliances par les raids, au regard de l'importance en Grèce des alliances officielles et des confédérations. La Ligue de Délos a ainsi des attentes vis-à-vis des Athéniens, de même que les alliés de Sparte, en particulier dans le Péloponnèse. Lors d'engagements significatifs de troupes alliées en campagne, celles-ci peuvent de même faire pression pour interrompre les opérations et rentrer défendre leur territoire, et les alliés nourriront un fort ressentiment s'ils considèrent que l'intégrité de leur territoire passe au second plan des préoccupations stratégiques. Cette division des forces ennemies se joint aux objectifs de redirection de certains raids. Ainsi, les raids athéniens forcent les Lacédémoniens à divertir une partie de leurs forces pour défendre le Péloponnèse. De même, les Athéniens doivent mobiliser d'importantes forces en Thrace. Par ailleurs, les raids sur les convois forcent à redéployer une partie des forces navales pour les protéger.
En effet, un autre intérêt de ces raids est la volonté de frapper l'approvisionnement ennemi. En témoigne l'expédition athénienne avec Léontinoi et Régione en 427, prétexte pour couper aux Lacédémoniens le ravitaillement de Sicile, et dont l'expédition de Sicile de 415 est une continuation à plus grande échelle dans le cadre d'une approche indirecte. De même, la prise de cargo permet de contribuer au ravitaillement des flottes et des armées, tout en fragilisant l'équilibre de leur adversaire. Tous ces aspects de la stratégie de raid contribuent enfin à la dislocation morale par les destructions qu'elles impliquent. Ainsi, le pillage des récoltes par les raids effectués en Attique a un impact très fort sur la population de petits propriétaires terriens athéniens, malgré les assurances de Périclès. Le pillage récurrent des territoires a un impact d'autant plus fort pour les Grecs qu'au-delà des pertes matérielles, il représente pour les cités l'incapacité de défendre leur propre territoire. La Chora, partie intégrante de la police, est ce que Marx appelait le corps inorganique du citoyen. Par ailleurs, les massacres effectués durant certains raids peuvent servir à intimider les neutres et les alliés de l'adversaire, afin de provoquer des défections et des ralliements, comme en témoigne la campagne en Égée du Spartiate Alcidas. A l'inverse, ce rôle psychologique du pillage est aussi évoqué par Thucydide lorsqu'il écrit que les Athéniens, malgré leurs revers, voient leur morale consolidée par les destructions effectuées sur les territoires ennemis. Intéressons-nous maintenant au cadre opérationnel des opérations irrégulières. La dislocation physique et morale implique de frapper l'adversaire non seulement sur ce que Liddell Hart appelait la ligne de moindre résistance, mais aussi sur la ligne de moindre attente de l'ennemi, afin de rompre son équilibre en attaquant un point plus faible de son dispositif et sur lequel il ne s'attend pas à une offensive. Tous ces éléments nécessitent une importante maîtrise opérationnelle, fondamentale pour exploiter la surprise, conserver l'initiative et coordonner ses actions, afin de diminuer au maximum la liberté d'action de l'adversaire, tout en accroissant ses propres possibilités d'action. Afin d'envisager l'évolution de la pensée stratégique autour de l'utilisation de procédés irréguliers, il est ainsi important de s'intéresser au commandement. Tout d'abord, la provenance des chefs de guerre peut varier considérablement, avec les chefs de droit, comme les rois spartiates ou les thessaliens, ou les chefs élus, comme les béotarques ou les stratèges athéniens. Ces commandants ne sont pas tout-puissants. Il y a souvent une collégialité du commandement, comme à Athènes, et surtout une direction des affaires par la cité. Ainsi, après Potidée, Athènes blâme les stratèges de ne pas avoir consulté la cité sur le sort des prisonniers. De même, 11 Symbouloi sont envoyés par Sparte à Astiokos en Asie mineure, avec la possibilité de le faire remplacer. Et 2 efforts accompagnent souvent les rois spartiates. Même autocratores, les commandants ne disposent ainsi que d'une marge de manœuvre réduite dans la conduite stratégique du conflit, et sont subordonnés aux décisions de la cité. De plus, à leur sortie de charge ou à l'issue d'une campagne, la mise en accusation des chefs est possible. Concernant l'entraînement militaire, si les rois spartiates bénéficient d'une formation militaire poussée avec l'agogé, il n'en va pas de même pour les stratèges athéniens, par exemple. De plus, l'influence de l'art oratoire et de la rhétorique dans l'élection implique que le commandement ne va pas forcément au meilleur général. Périclès se méfie ainsi des manœuvres spartiates visant à le discréditer en laissant ses terres indemnes. Néanmoins, au cours du Ve siècle, l'expérience prend progressivement de l'importance dans le choix des commandants. Une évolution favorisée à Athènes par la possibilité de réélection. 14 pour Périclès, au moins, entre 443 et 430. La guerre du Péloponnèse renforce d'autant plus la nécessité de disposer de commandements expérimentés. Pour être élu, il faut alors, au moins, avoir une fois exercé un commandement inférieur, comme taxiarque, par exemple. De plus, les évolutions constantes des modalités d'engagement et la variété des théâtres d'opération, associées aux modifications tactiques et techniques, font que la guerre du Péloponnèse encourage le choix d'hommes rompus aux nouvelles approches, comme Nicias avec les machines de guerre ou Brasidas avec ses faits d'armes en élide. En parallèle, la multiplication des fronts demande toujours plus d'officiers, comme les navarques ou les archontes spartiates, et implique, en particulier pour des opérations lointaines et de longue durée, et surtout avec des troupes mercenaires ou auxiliaires, plus de latitude dans la conduite des opérations. Ainsi, en parallèle, des chefs de guerre se développe aussi une importante catégorie d'officiers supérieurs et subalternes, vétérans et rompus aux nouvelles conceptions opérationnelles. S'il est complexe de reconstituer le parcours des commandants, nous disposons pour cette période de 2 exemples importants. Tout d'abord, Démosthènes. Mis en déroute en Étolie en 426 par le harcèlement de troupes légères et l'utilisation du terrain et d'incendies, il s'entoure de Locriens Ozol qui, je cite, « connaissent le pays et les méthodes de combat de l'adversaire ». Il utilise par la suite cette expérience lors des combats en Acarnanie contre les Ambraciotes, avec des attaques surprises, de la désinformation et du harcèlement. Puis s'illustre à Sphactérie.
Par la suite, aux côtés d'Hippocratès, il tente de plonger la confédération béotienne dans le chaos par une série de raids orchestrés conjointement à la révélation d'un réseau d'intelligence dans les différentes places. Le parcours de Démosthènès permet d'entrevoir cette métisse, cette intelligence rusée, mais aussi une capacité d'adaptation permanente et féconde, propre à saisir les opportunités, le moment propice, le kéros, fondamental pour ce type d'opérations irrégulières. L'étude du parcours de Brasidas vient compléter cette présentation d'un nouveau type de commandement. Après l'agogé, il gravit les échelons en exerçant plusieurs commandements subalternes, comme Pentécontéros en 431 ou Triérarque à Pylos, où il a justement pu constater l'efficacité des tactiques de Démosthènès. Il obtient ensuite le commandement comme archonte dans la campagne de Chalcidique en 424. Il représente ainsi l'importance de l'empéria, l'expérience primordiale, en association avec la gnomé, le discernement nécessaire à la conservation des forces et à la visualisation claire des objectifs, stratégiques comme tactiques, selon les évolutions des théâtres d'opération. On en perçoit la trace dans le fameux discours que lui prête Thucydide devant Amphipolis. Je cite : « Or, la victoire revient le plus souvent au chef qui sait le mieux discerner de telle faute chez l'ennemi, et qui, plutôt que de marcher ouvertement contre lui et d'engager une bataille rangée, sait tirer parti des forces dont il dispose pour mettre en œuvre une tactique adaptée à la circonstance. Rien n'est plus glorieux que ces ruses de guerre, qui permettent de tromper complètement ses ennemis et d'assurer à ses amis un avantage décisif. » On perçoit ainsi non seulement l'aspect tactique de cette capacité d'adaptation, mais aussi la compréhension des enjeux stratégiques avec cette mention des alliés. Dans le cadre de cette approche opérationnelle, intéressons-nous maintenant aux bases avancées et épiteikismoi. La projection de force dans tout le monde grec et l'allongement des périodes de conflit, de même que les besoins d'une présence constante dans des entreprises de harcèlement et de défense de territoire, nécessitent le développement d'une logistique complexe ainsi que la présence de bases avancées, qui influencent la stratégie générale. Brasidas a ainsi besoin du ravitaillement et du soutien logistique fourni par Perdiccas pour sa campagne en Thrace, de même que de l'appui de cités grecques durant sa progression, ce qui conditionne en partie sa stratégie, en aidant par exemple la Macédoine lors de la deuxième campagne contre les Lyncestes, et en favorisant des accords avec certaines cités. De même, les flottes de prédation, la projection de forces maritimes et les contraintes de la navigation par cabotage exigent la présence d'infrastructures capables d'assurer la continuité des opérations navales. L'impérialisme athénien, au-delà de la volonté d'hégémonie, passe par la présence de bases navales nécessaires aux projections des forces enneigées, de même que la protection des lignes de communication et d'approvisionnement. Cela passe par l'établissement de colonies, de clérouki et le développement d'un réseau maritime par l'extension de la Ligue de Délos. La création de villes se retrouve en Grèce continentale, avec l'exemple de la fondation d'Héraclée trachinienne par les Spartiates près du défilé des Thermopyles, comme point d'appui pour des frappes en profondeur et comme place forte placée stratégiquement sur un des verrous de la Grèce continentale. Un des éléments fondamentaux nécessaires à ces opérations de harcèlement est aussi l'établissement d'épiteikismoi, des bases en territoire ennemi avec fortifications et garnisons, formant un appui logistique et une tête de pont. On peut alors citer Décélie pour les Spartiates, entre 413 et 404, ou Minoa, Cythère et Pylos pour les Athéniens. Le développement d'opérations fondées sur l'occupation de ces sites stratégiques marque une importante rupture avec les opérations saisonnières traditionnelles. Ces établissements jouent par ailleurs un rôle particulièrement important dans la déstabilisation de l'adversaire, par le soutien apporté aux insurrections, par des états d'appui, et permettent ainsi de continuer à affaiblir l'adversaire sans déclaration ouverte de guerre. Suite à leur révolte de 466, les ilotes messéniens sont établis à Naupacte par les Athéniens, une position stratégique dans le golfe de Corinthe. Ces Messéniens de Naupacte sont ensuite envoyés occuper Pylos malgré la paix avec Sparte, pour pousser les ilotes à la révolte et effectuer des raids en Laconie. Ils sont d'autant plus dangereux qu'ils parlent la langue locale. Pylos n'est par ailleurs pas rendu pendant la paix de Nicias et reste ainsi 17 ans aux mains des Athéniens et de leurs alliés. Cythère et le cap Malais sont d'autres points d'appui. Thucydide nous dit que les ilotes y désertent et que les autres, je cite, pouvaient compter sur l'appui que les autres pourraient leur apporter de l'extérieur. Plus tard, durant la guerre, après un raid sur le littoral laconien, Démosthènès et Chariclès préparent une fortification pour recueillir les ilotes et de là lancer des raids. On perçoit alors l'aspect fondamental des épiteikismoi pour capter les fuyards, les déserteurs et les rebelles et contribuer à la déstabilisation du territoire. Selon Thucydide, avec l'épiteikismos de Décélie établi par les Spartiates, plus de 20 000 esclaves auraient déserté. Un résultat similaire avec l'épiteikismos établi à Chios par les Athéniens. Ce danger, représenté par l'instabilité et l'utilisation des esclaves dans ces procédés irréguliers,
est cependant illustré dans les traités, comme celui entre les Athéniens et les Lacédémoniens, qui stipule que si les esclaves se soulèvent, les Athéniens prêteront assistance aux Lacédémoniens avec toute leur force et par tous les moyens possibles. La capacité de projection, les entreprises de raid et la défense des dispositifs stratégiques et des territoires nécessitent par ailleurs le développement du renseignement et des réseaux d'intelligence. Les espions deviennent ainsi des éléments importants des dispositifs, au même titre que les prodromoi, les éclaireurs. On peut alors citer l'important réseau d'intelligence dans différentes places développé par Brasidas lors de sa campagne en Thrace. De même, Démosthènes et Hippocrates comptent sur un réseau local en Béotie afin de diviser les forces ennemies et permettre des raids en plusieurs points en neutralisant une partie des capacités de réponse béotiennes. Le renseignement permet aussi d'appréhender les luttes internes aux cités et d'anticiper les multiples retournements politiques. Les Athéniens apprennent ainsi qu'Archias et ses amis veulent livrer Camarine aux Syracusains et adaptent leur dispositif en conséquence. Ce développement du renseignement conditionne aussi la désinformation employée comme arme. Ainsi, les Athéniens envoient un citoyen de Catane avec de fausses informations afin de permettre à leur armée de se déployer près de l'Olympéion, tandis que l'armée syracusaine se porte loin de la ville. De même, Hermocrates envoie des messagers porteurs de fausses informations pour différer la retraite des Athéniens afin de laisser le temps aux Syracusains de se préparer. Tout cela aboutit à une nécessité croissante de protéger l'information, qui se traduit par exemple par l'utilisation régulière à Sparte de Skytale pour crypter les messages. La conflagration causée par l'affrontement entre les Athéniens et leurs alliés et la Ligue du Péloponnèse entraîne par ailleurs une polarisation des idéologies politiques autour des partis démocratiques, traditionnellement alliés aux Athéniens, et des partis oligarchiques proches des intérêts spartiates. La guerre du Péloponnèse voit ainsi se développer un conflit idéologique dans lequel s'affrontent deux visions irréconciliables tenant à la nature même de la propagande développée par les belligérants. L'idéologie est alors utilisée comme arme avec un véritable pragmatisme. Athènes peut très bien soutenir un gouvernement oligarchique qui lui est favorable. En revanche, dans le cas de certaines luttes civiles, un appui au parti démocratique lui permet de s'assurer un soutien. Au-delà d'obtenir des renseignements et de développer des réseaux d'intelligence au sein des cités, la subversion et les trahisons sont conceptualisées comme des armes au sein du conflit secouant le monde grec. Dans la guerre du Péloponnèse, la neutralité n'existe pas. Face à la complexité des affrontements obsidionaux au Ve siècle et à l'attrition causée par ceux-ci, le recours à des traîtres représente un atout précieux pour les commandants. Les exemples sont nombreux, qu'il s'agisse de places fortes avec la prise du fort de Panacton par trahison ou de cités. Ainsi, l'Athénien Simonides prend brièvement Eion suite à une trahison. Des exilés de Mytilène prennent Antanandros, et Anactorion est capturé par les Athéniens et les Acarnaniens. De même, Brasidas prend Tauronée grâce à des ententes locales qui introduisent de nuit un commando qui force la poterne et permet l'attaque de Peltaste, puis du gros de l'armée. Et ce sont des Platéens favorables à la confédération béotienne qui participent à l'attaque thébaine de 431. Toutes les cités sont susceptibles de tomber face à ces trahisons, ce qui accroît la tension politique au sein des corps civiques. Ainsi, Thucydide nous dit au sujet des Argiens, des Mantinéens et des Athéniens qu'ils ont des contacts à Thégée, je cite, prêts à leur livrer la place. De même, début 411, Oropos est prise par les Béotiens suite à une trahison et grâce à des intelligences dans cette ville et à Érétria qui préparaient le soulèvement de l'Eubée. On peut enfin citer la temporisation d'Agis face au Conseil des 400 afin de profiter du chaos politique à Athènes qu'il pense accroître en s'approchant de la cité, afin de forcer la volonté de traiter ou de fragiliser assez les défenses pour prendre la ville au premier assaut. Les multiples traités d'alliance, l'ouverture de nombreux fronts ainsi que les retournements d'alliance causés par les troubles internes aux cités favorisent au-delà des entreprises de subversion et de piraterie le développement de stratégies de guerre par procuration. Il est en effet possible de soutenir un allié contre un État sans entrer en guerre avec ce dernier. Les affrontements par alliés interposés permettent alors de fragiliser l'adversaire sans prendre le risque d'une ouverture des hostilités qui signifierait la rupture d'engagement préalable. Les Athéniens, par exemple, s'ils viennent en aide aux corps syriens qui rompent avec les Corinthiens, ne consentent qu'à un traité défensif afin d'éviter la rupture, tout en soutenant les ennemis de Corinthe. En parallèle, les Corinthiens choisissent d'envoyer des volontaires plutôt qu'un corps expéditionnaire conventionnel. De même, Alcibiade déclare que les alliés d'Athènes en Sicile doivent harceler les cités siciliennes favorables à Sparte afin d'empêcher ces dernières de porter le combat en Grèce, sans pour autant qu'Athènes ne leur déclare la guerre. L'exemple de Corcyre et des innombrables guerres civiles illustre parfaitement cette guerre par procuration. Les cités s'entre-déchirent, parfois sans aucun soutien direct spartiate ou athénien,
mais avec en toile de fond le conflit idéologique et la polarisation du monde grec. Dans une dernière partie, voyons maintenant les évolutions tactiques et les compositions des forces. Les stratégies indirectes, la multiplication des zones de conflit, l'allongement des engagements et la variété des modalités d'engagement et des traditions militaires ennemies forcent l'évolution déjà amorcée de la tactique et de l'équipement des belligérants, par des phénomènes d'adaptation et de transfert de connaissances permanents. Ces évolutions nécessitent par ailleurs des troupes entraînées, ainsi les Corinthiens expriment leur mépris pour les marins athéniens et leur science des manœuvres et de l'esquive d'un affrontement direct. Mais le terme est révélateur. Il ne s'agit pas que de la simple vaillance au combat, l'arrêter, mais bien d'un domaine nécessitant des connaissances théoriques et pratiques. De plus, l'embrasement politique du monde grec et la multiplication des conflits civils dans lesquels la cité elle-même devient un champ de bataille aboutit à de nouvelles conceptions tactiques. Comme l'observe Thucydide en évoquant, je cite, « une technique perfectionnée de l'insurrection et à des méthodes de terreurs inouïes ». L'utilisation de troupes légères et l'importance accordée à l'élément de surprise contribuent ainsi au développement des attaques nocturnes, particulièrement utiles dans le cadre des sièges par la confusion qu'elles génèrent dans les dispositifs de défense. Ainsi, Démosthènes entreprend l'assaut du plateau des Épipoles lors du siège de Syracuse de nuit. A l'inverse, assiégés par les Athéniens, les Méliens multiplient les attaques nocturnes sur les zones fortifiées des assiégeants, afin de créer un maximum de dégâts et de décourager leurs assaillants par les pertes régulières. De même, les mentions d'embuscades sont légion dans l'œuvre de Thucydide. Il faut rappeler à nouveau la nécessité pour des troupes entreprenant de telles actions d'un entraînement et d'une connaissance du terrain. Les attaques nocturnes ou les embuscades sont en effet des procédés complexes à mettre en œuvre et nécessitent une importante discipline, un entraînement et des officiers compétents. La guerre du Péloponnèse voit aussi l'application de nombreuses campagnes de harcèlement qui conduisent les armées à s'adapter. Ainsi, les Athéniens, Béotiens et Phocidiens sont mis en échec en Thessalie par la menace constante des cavaliers thessaliens. La capacité de harcèlement est une des thématiques principales de l'expédition de Sicile, où on voit l'importance des troupes légères dans les très nombreuses mentions de ce type d'engagement. Le harcèlement est d'ailleurs un des arguments d'Hermocratès aux Syracusains à l'approche des Athéniens, en leur rappelant les difficultés de ravitaillement des armées d'invasion, ainsi que les dangers posés par les populations locales. Ces tactiques aboutissent à un état de siège des Athéniens qui ne peuvent s'éloigner de leur retranchement et contribuent à la destruction du corps expéditionnaire. On peut aussi citer le harcèlement durant l'hiver 419-418 entre Argos et Épidore. Les Argiens tentent de prendre la ville en profitant de la dispersion des forces ennemies au cours d'une campagne que Thucydide décrit comme relevant, je cite, d'escarmouches et coups de main. Il ne faut cependant pas surestimer l'importance de ces changements tactiques. Dès la première invasion de l'Attique, Archidamos de Sparte recommande ainsi la prudence en territoire athénien malgré la puissance de l'armée, car la surprise et la soudaineté peuvent mettre en danger une armée plus importante. Toutes ces approches tactiques conditionnent l'accroissement du rôle de formations spécialisées. Tout d'abord les proto-commandos, avec l'investissement de Platée, de nuit et sans déclaration de guerre, par 300 Thébains soutenus par des habitants. A l'inverse, des commandos platéens forcent de nuit le dispositif ennemi avec des signaux venus de la ville pour confondre ceux de l'ennemi. De même, une troupe athénienne s'infiltre dans Catane alors qu'Alcibiade et les stratèges athéniens maintiennent l'attention de l'assemblée. Et les Samiens envoient une troupe de 700 hommes soulever leur ville tandis qu'un coup de main délivre les otages à Lemnos. On peut aussi citer la cavalerie. Prenons la Ligue fédérale béotienne, chaque district fournit 100 chevaux, soit 1100 chevaux en tout d'effectifs théoriques. Athènes a environ 1000 chevaux avant la guerre, 1000 pour la Ligue chalcidienne. Thucydide évoque les upotoxotai athéniens sur le modèle scythe, et on retrouve ces archers à cheval contre Mélos, et en Sicile. Le rôle de la cavalerie est un rôle principalement de reconnaissance, de harcèlement et de poursuite de l'ennemi en fuite. Les unités de tir aussi. Thucydide précise lors de la présentation de l'armée d'Hippocratès à Délion que les Athéniens n'avaient pas et n'avaient jamais disposé de troupes légères, armées et entraînées pour le combat. On peut pourtant citer des archers à Athènes dès le VIe siècle, 1600 toxotai à l'époque de Délos, cité par Aristote, des frondeurs dès le milieu du Ve siècle, frondeurs d'autant plus redoutables qu'ils peuvent atteindre une cible à 300 mètres avec une portée effective réelle assez importante pour effectuer des actions de harcèlement efficaces. Si l'utilisation de frondeurs et d'archers n'est donc pas nouvelle, leur organisation tactique peut être une évolution dans la guerre. Le développement des formations d'unités de tir, l'utilisation de peltastes pour le siège. On peut aussi évoquer Démosthènes contre les longs murs de Mégare en 424 ou Brasidas à Tauronée.
Il y a aussi une vraie évolution dans la provenance de ces unités. Pour certaines, désormais, ce sont des citoyens qui les composent. On peut aussi parler des unités amphibies, épibates, soldats de marine ou toxotai, les archers, les citoyens combattant sur les navires, utiles lors d'opérations amphibies et de raids. Des hoplites athéniens servent même comme rameurs pour se déployer contre Mytilène. Et à l'inverse, les rameurs peuvent servir comme peltastes pendant les raids. Leur équipement peut se fabriquer rapidement, voire sur place. L'importance des bannis aussi, en particulier dans les attaques contre leurs cités, souvent des troupes légères, des corps spéciaux, utilisés pour les entreprises de staséis et de renseignement. On peut alors citer les bannis syracusains qui accompagnent les forces athéniennes en 415, ou encore l'envoi par Athènes d'un corps de cavalerie composé de citoyens et d'exilés macédoniens à Métonée pour lancer des raids contre les États de Perdiccas. De même, les Argiens sont pris en embuscade par les Phléasiens dont ils ont envahi le territoire, aidés par des exilés d'Argos. Le conflit voit de plus l'augmentation du rôle des non-libres et des esclaves. Les Ilotes combattent comme troupes légères pour les Spartiates dès les guerres médiques, en tant que fantassins légers, psiloi, mais ils combattent aussi comme hoplites durant la guerre. Ainsi, nous l'avons dit, Brasidas emmène 700 hoplites, certains affranchis, d'autres avec la promesse de liberté. Il existe un corps permanent d'hoplites ilotes. Lors des prises de ville, les esclaves peuvent contribuer par ailleurs à la défense en lançant des projectiles, comme à Platée, et sont utilisés comme rameurs dans certaines flottes. L'étendue du conflit, les besoins en hommes et la spécialisation rapide des formes de guerre nécessitent des troupes entraînées et impliquent pour les belligérants l'utilisation massive de mercenaires, d'auxiliaires et d'alliés. Il faut néanmoins être vigilant quant à la différence entre mercenaires et alliés, les seconds impliquant un accord politique et il n'existe pour les premiers aucun terme en grec illustrant la définition actuelle de mercenaire. La différenciation compliquée dans le cas des Thraces, par exemple, avec de nombreux traités et des accords dans le nord de l'Égée. Ces alliés et mercenaires, ainsi que les groupes informels, apportent à l'armée des expertises tactiques nécessaires à l'adaptation des forces armées. L'exemple le plus représentatif est l'utilisation régulière de troupes thraces que nous avons évoquées, peltastes connus et utilisés très tôt comme mercenaires, par exemple par Pisistrate dans le nord de l'Égée. Dans les colonies grecques en Thrace, menés par Diétréphes, ils massacrent la population de Mycalessos et ravagent la Béotie durant la guerre. Les Thraces utilisent les tactiques de harcèlement contre les cavaliers thébains. Il faut de même évoquer l'importance de mercenaires thraces à Sphactérie ou durant la campagne de Brasidas en Chalcidie. On peut ajouter aux Thraces les frondeurs rhodiens ou les archers scythes et crétois, entre autres forces, ainsi que les auxiliaires macédoniens. Le mercenariat grec, pas encore omniprésent au Ve siècle, mais il se développe rapidement, en particulier avec l'augmentation des bannis, la destruction d'entités civiques, les déportations et la destruction de moyens de subsistance. L'utilisation de troupes alliées est enfin un excellent moyen de pallier au manque de flexibilité tactique de certaines armées. On peut par exemple citer l'excellence des Acarnaniens dans le harcèlement. Dernier élément de ces troupes particulièrement intéressant est celui formé par les pirates et les corsaires. Un dernier élément donc des forces engagées dans ces entreprises indirectes est la piraterie. Celle-ci est à discerner des raids, en ce qu'il ne s'agit pas de la projection d'une force armée officielle, mais d'entreprises de particuliers ici, sous le patronage d'un État, sans déclaration de guerre, mais qui participent de cette même mentalité de raid et du lien consubstantiel de ces cultures guerrières entre la piraterie et la guerre. Les Athéniens et les Lacédémoniens se livrent en effet durant tout le conflit à une véritable guerre de course, avec l'emploi de corsaires depuis des bases navales parsemant le monde grec. Il n'existe d'ailleurs pas de terme différent en grec pour le corsaire et le pirate. On parle par exemple de corsaires péloponnésiens qui menaceraient les cargos, une guerre de course spartiate et athénienne depuis les bases navales, avec l'escadre par exemple de Gylippe, méprisée par Nikias comme de simples navires pour la guerre de course. Cette pratique ne déroge cependant pas aux normes de la guerre, bien que pour Thucydide il s'agisse d'un état primitif de prédation, perpétué par certains peuples dans des territoires pour la plupart non organisés en cité. Il n'y voit aucun déshonneur. Cette pratique passe pour avoir contribué au ravitaillement durant la guerre de Troie. Platon lui-même évoque la piraterie comme un domaine particulier de la chasse, et Aristote admet que l'on puisse vivre de prédation. La piraterie d'État est encore pratiquée au début du Ve siècle par de grandes cités comme Athènes et Égine dans la guerre qui les oppose. Sans guerre officielle, durant la paix de Nicias, les Athéniens font par exemple du butin sur les Lacédémoniens depuis Pylos. Ceux-ci lancent alors une proclamation autorisant les expéditions de pillage par leurs ressortissants contre les Athéniens. Il s'agit d'une pratique normale de saisie des biens appartenant à des membres de la cité, en vertu de la Sulla, ou de saisie de personnes, l'androlepsia.
Il s'agit de principes de prédation encadrés juridiquement et qui reposent sur le dédommagement sur le coupable par la victime ou sur un citoyen de la même cité que l'agresseur. Une cité peut donc ainsi faire valoir la SULA. Si les flottes de guerre permanentes ont permis de lutter contre la piraterie à l'époque classique, il existe encore de nombreuses bases de pirates comme Atalante ou Minoa. De façon très intéressante, ces bases sont réutilisées après comme bases avancées durant la guerre. Ce mode de combat est particulièrement utilisé par les bannis, avec le soutien des États en guerre, même non déclarés. Les Corcyréens en fuite effectuent des raids depuis les territoires en face de l'île pour provoquer la famine, nous l'avons évoqué, et de même les aristocrates expulsés d'Épidame se joignent aux Illyriens pour, je cite, une guerre de rapine sur terre et sur mer. Je ne sais pas s'il reste un peu de temps. Bon, ne vous inquiétez pas, ça va vite. Alors, un dernier élément intéressant à évoquer est celui des procédés de défense contre tous ces éléments. Donc, afin de parfaire notre approche des évolutions tactiques et des forces engagées dans le cadre d'opérations irrégulières durant la guerre du Péloponnèse, il convient d'interroger les mesures prises contre ces phénomènes. Celles-ci se déclinent en deux approches, les défenses passives et la mise en place de systèmes de défense active. Les siècles d'affrontements territoriaux ainsi que la menace constante des raids ont favorisé dans le monde grec la constitution de systèmes de défense passive particuliers selon la configuration des territoires et qui se traduisent par différents types de fortifications. Tout d'abord les murs permettant l'interdiction de passe et d'isthmes utilisés par les forces d'invasion, comme l'interdiction d'accès au territoire. On peut citer l'érection en 426 d'un mur barrant l'entrée des Thermopyles avec Héraclée Trachinienne, ou en Chersonèse de Thrace. Par ailleurs, les systèmes de défense constitués par les forts et les tours de garde sont favorisés afin de permettre la garde des territoires et de fournir des positions de retraite aux populations. Ils exercent aussi une fonction de renseignement, ainsi les feux d'alerte athéniens lors de l'attaque de Salamine. Les forts sont qualifiés d'abcès de fixation. Ils ralentissent l'adversaire lors d'opérations se fondant sur la rapidité et la surprise et restent un danger sur leurs arrières, aggravé par l'aspect rudimentaire de la pôle statique. On peut citer en 412 l'érection des fortifications au cap Sounion en Attique pour protéger les mines du Laurion des raids maritimes, avec des éléments mis en place dès 425-423. Mais aussi le poste de Budoron, dans l'île de Salamine, qui permet de maintenir 3 navires efficaces pour des réponses rapides. Le fort d'Athéniens d'Atalante, afin d'empêcher les pirates locriens d'Oponte d'attaquer le B. L'établissement d'une base par Nikias à Minoa, afin de contrer les corsaires péloponnésiens. Ou encore d'une base d'attaque pour les raids athéniens. Pour compléter ces systèmes de défense passifs, les cités emploient de nombreuses unités destinées à patrouiller le territoire, à intercepter et ralentir des forces d'invasion et de raid, et contribuer au renseignement. Les forces en réserve sont ainsi très importantes en Attique, région pour laquelle nous disposons du plus d'informations. Thucydide parle au début de la guerre pour Athènes de 13 000 hoplites engagés, sans compter les 16 000 qui occupaient les garnisons. Parmi eux, les plus jeunes, néotatoi, et les plus vieux, presbytéroi. Les deux classes contribuent à la garde du territoire, mais constituent aussi une réserve opérationnelle. À leur côté se trouvent des unités légères spécialisées, péripoloi. Ils effectuent des actions de renseignement et de harcèlement sur le territoire de la cité et peuvent aussi être projetés pour des opérations extérieures grâce à leur expertise. Ils combattent notamment lors de la prise de Nicéa, et Thucydide nous dit qu'ils font partie des troupes de Démosthenes lorsque celui-ci, à la faveur d'une trahison, attaque de nuit Mégare avec des troupes embusquées comprenant, je cite, des Platéens armés à la légère et des péripoloi. Les cités disposent par ailleurs, pour plusieurs d'entre elles, d'unités d'élite permanentes, comme les Hypeis spartiates ou le bataillon sacré thébain, qui leur permettent d'intervenir en cas d'attaque soudaine ou face aux troubles intérieurs et aux entreprises de subversion dans le cadre du contrôle des corps sociaux. Il est intéressant d'évoquer la conspiration de Cynadon quelques années après la guerre, et le fait que ce soit des Hypeis qui accompagnent Cynadon, avec pour ordre secret de le capturer, mais dans le cadre d'une opération classique d'élimination d'éléments subversifs ordonnée par les efforts. Il convient ensuite d'évoquer le rôle prédominant de la cavalerie athénienne face aux incursions spartiates. Ainsi, en 431, des cavaliers stationnés à Éleusis harcèlent les Spartiates déjà ralentis par les fortifications d'Oinoi. Thucydide évoque régulièrement lors des incursions ennemies en Attique ces forces de cavalerie athéniennes, rompues au harcèlement et détruisant les patrouilles et troupes de fourrageurs de l'adversaire. Les évolutions des systèmes actifs de défense sont particulièrement intéressantes dans le cas de Sparte. En effet, suite aux frappes athéniennes sur les côtes du Péloponnèse, Thucydide écrit que l'une d'entre elles est battue par Brasidas et une unité mobile, devant Métonée, un détachement d'élite envoyé pour les repousser en Bassélide. L'auteur évoque de plus l'adaptation militaire spartiate suite à la prise de Cythère, avec l'introduction de cavaliers et d'archers pour contrer les raids athéniens et l'organisation de garnisons d'hoplites par secteur
en 424. Déjà rompus à la contre-insurrection avec les révoltes d'Ilote, les Spartiates montrent ainsi une capacité d'adaptation dans la défense du territoire capable de contrer une partie du dispositif athénien. En conclusion, pour conclure, il apparaît donc que la guerre du Péloponnèse, par le développement de procédés irréguliers au sein de stratégies indirectes, mais aussi par la volonté d'adaptation constante qu'ils entraînent, favorise de profondes mutations tactiques et stratégiques au sein du monde grec. Les évolutions de la guerre au IVe siècle s'inscrivent ainsi dans la lignée de ce conflit, avec l'utilisation massive de stratagèmes irréguliers, le développement de formations légères, l'essor du mercenariat, ou encore la professionnalisation croissante du commandement. Je vous remercie. Il y a des questions? Des PV? Ah ben, je vous en prie. Effectivement, j'avais quelques questions. Je ne suis pas du tout antiquisant. Premièrement, je voulais demander si, si la ligne entre mercenariat et présence d'alliés n'est pas très claire. Alors, qu'est-ce qui je suppose que c'est une forme de rémunération qui doit distinguer les mercenaires dans ce cas-là. Quelle forme prend le mercenariat? Est-ce que c'est des esclaves? Le mercenariat, donc, ça peut être formé énormément de types de troupes. Hein. Ça peut être là, si on prend l'expédition, par exemple, de Xénophon, ce sont des citoyens athéniens, des citoyens d'autres cités qui participent en tant que mercenaires. Ça peut être aussi, donc, durant la guerre du Péloponnèse, des bannis. Effectivement, lorsqu'il y a la destruction d'une cité, certains corps civiques se retrouvent un petit peu à la dérive et donc certains vont s'engager, d'autres qui ont perdu leurs moyens de subsistance. La vraie problématique avec le mercenariat, c'est que le mercenariat tel qu'il est compris actuellement dans les conflits contemporains, ce sont des soldats étrangers, professionnels, rémunérés. Et il n'y a pas de terme en grec, à ma connaissance, qui prennent tous ces aspects-là. Par exemple, Polybe va parler de xénoi kai mistophoroi, donc des étrangers payés. Mais là, il n'y a pas l'aspect, par exemple, de soldats professionnels, et pourtant c'est traduit par mercenaires. Et donc c'est là la vraie complexité, c'est que si, et ça c'est par exemple les travaux de Luc Barré sur les Celtes, qui permettent de montrer que les topoi antiques font que, surtout pour des mercenaires barbares, on considère justement que ce sont des mercenaires, simplement attirés par l'appât du gain. Alors que si on les considère comme auxiliaires, on considère qu'il y a un accord politique, qu'il y a la reconnaissance d'une entité politique qui fait qu'il y a un accord entre les deux. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de définir ces réalités-là dans l'Antiquité, parce que non seulement il n'y a pas forcément la terminologie, mais en plus il n'y a pas forcément les concepts tels qu'on les a maintenant, et en plus il y a toute l'historiographie qui va faire en sorte de montrer sous un jour ou un autre, en fonction de leur intérêt. Siècle, dans le conflit entre diadoques, en fait, les troupes de marine sont juste des hoplites, plus vraiment des hoplites, mais en tout cas des membres de phalange employés sur des navires. Est-ce que, quand vous parlez de troupes de marine, c'est des réalités, c'est ce type de réalité? Alors, il faut c'est-à-dire qu'il faut faire attention dans le sens où on peut utiliser des termes comme hoplite, mais en réalité c'est comme lorsqu'on parle du combat naval entre Romains et qu'on voit que certains auteurs considèrent que c'est simplement la guerre sur terre appliquée en mer. Le milieu est tellement différent, les possibilités de manœuvre sont tellement différentes, surtout pour des unités d'infanterie lourde, qu'en réalité ce ne sont pas des hoplites. Ils vont partager une partie de leur expertise martiale. Je ne sais pas s'il y a un entraînement particulier, mais en soi, il faut vraiment les différencier comme des troupes étant capables d'agir dans un milieu tel que celui-ci. Et que, en soi, le combat sur mer n'a aucun rapport avec le développement de manœuvres et de tactiques par des unités d'infanterie lourde et toute la cohésion que ça implique. Dans ce cas-là, qui les commande, ce sont des marins ou ce sont... Ça peut dépendre parce que, a fortiori, si on parle de la période des diadoques, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, encore une fois, il y a l'intérêt pour ces diadoques ou les différents belligérants de se retrouver avec des spécialistes.
Et donc on va voir, et là c'est tous les débats historiographiques sur ceux qui vont être qualifiés par exemple d'archipirates. Ces différentes troupes qui vont en fait être utilisées pour leur expertise du combat naval. Et on en revient d'ailleurs au problème de mercenaires ou d'auxiliaires. Et savoir un petit peu s'il va y avoir le développement de troupes de marine ou si c'est simplement des pirates, des mercenaires pris ça et là. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai un peu perdu. Voilà, c'est flou. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est assez compliqué parce que ça fait partie pour les mercenaires ou les auxiliaires de cette idée en permanence de se retrouver avec des spécialistes, mais des spécialistes qu'on apprécie quand ils combattent à nos côtés, mais que les auteurs n'aiment pas forcément évoquer, ou tout du moins sous un jour un peu particulier. Donc, par exemple, lorsqu'on va parler je parlais des archipirates pour les diadoques, on n'entend parler d'eux que dans les stratagèmes de Frontin ou de Paulien, quand il se passe quelque chose de très particulier qui montre l'habileté d'un des généraux des diadoques. Mais l'archipirate en lui-même, s'il n'était pas impliqué là-dedans, on n'en aurait jamais parlé. Donc effectivement, c'est ce flou. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce flou, il peut aussi être très pratique au niveau opérationnel. Parce que utiliser certaines de ces troupes, ça permet aussi un certain déni plausible. Et je pense qu'il est intéressant pour la période des diadoques, mais pour aussi les autres périodes, de se demander parfois aussi si ce manque d'informations, au-delà des biais des anciens, c'est pas aussi quelque chose qui est cultivé par les généraux. Du coup, finalement, est-ce que le problème de parler d'irrégularité au 5e et 4e siècle, c'est pas aussi celui de la continuité entre l'absence, en tout cas dans les cités grecques, d'armées professionnelles, puisque c'est une continuité du travail citoyen, en fait. Enfin, oui, mais le problème, c'est que ça dépend des cités, ça dépend de l'organisation. Si on prend par exemple, là pour la période hellénistique, si on prend par exemple certaines populations comme les Étoliens, les Illyriens, qui vont être qualifiés par exemple de peuples de pirates. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est des organisations politiques qui peuvent être différentes. Donc parler d'irrégularité du monde grec à ce moment-là, essayer, comme je le disais au début, d'avoir un concept juridique, moral, éthique, qui pourrait englober tout ça, c'est extrêmement complexe, parce que ça évolue en permanence et surtout les structures sont différentes. C'est difficile de parler d'armée régulière. Alors effectivement, certaines cités vont avoir des corps permanents, et puis voilà, il faut s'intéresser à ce qu'est une armée régulière quand vous parlez par exemple de citoyens. Et un élément aussi important pour la guerre, c'est ce que je disais, c'est ce flou aussi. Parce que le fait d'avoir une armée régulière, si on engage, il y a de fortes chances que ça signifie une guerre conventionnelle. Or, si on a des troupes avec un statut juridique un petit peu plus ambigu, c'est beaucoup plus facile de les faire opérer. Oui. Ah bah 6e, 2e avant Jésus-Christ. Donc il y en a 2, 3. Dans l'idée, dans les plus intéressants, c'est quand même souvent ceux pour lesquels on a des sources. Hein, parce que c'est vrai que par exemple les premières décennies des diadoques, y a Diodore, il y a des inscriptions, il y a d'autres sources, il y a des recueils de stratagèmes, mais par exemple ça fait partie des conflits qui sont parfois difficiles à comprendre. Au niveau des conflits qui mettent un petit peu en lumière ce genre de procédé, Deuxième Guerre punique, très intéressante par rapport à ça. On a aussi beaucoup d'éléments. Excusez-moi, c'est pas moi. On a aussi beaucoup d'éléments qui vont être particulièrement intéressants dans les luttes du IVe siècle. Que ce soit des conflits assez importants comme la guerre de Corinthe ou tous les conflits plus ou moins larvés qui vont entourer l'ascension de Philippe de Macédoine. Voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est, et c'est ce que j'essaye un petit peu de voir en particulier, c'est l'arrivée des Romains et de leur culture stratégique particulière au sein du monde grec, avec tout d'abord première guerre illyrienne, et puis ensuite les guerres avec la Macédoine, la guerre antiochique, ce genre de choses, lutte contre les Étoliens. C'est intéressant aussi de voir se confronter non seulement les cultures stratégiques grecques, mais pour ce genre de conflit, l'arrivée des Romains. Voilà. Merci beaucoup.
Mm. Oui. Mm. Oui. Ah oui, et puis ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de se rendre compte qu'on considère que la guerre du Péloponnèse, c'est une rupture. Mais qu'est-ce qu'on a comme source particulière pour la Panthécontaétie ? Et c'est ce que je voulais montrer aussi au travers, par exemple, des approches indirectes qu'il pouvait y avoir dans la répression athénienne sur certaines révoltes de leurs alliés. C'est qu'en fait, on considère que la guerre du Péloponnèse, parce que c'est un ouvrage magnifique et que c'est particulièrement bien décrit par Thucydide, est une rupture, mais une grande partie de ces procédés ont déjà été appliqués. Et je parlais des raids de Tolmides sur la Laconie. C'est pas quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été systématisé, conceptualisé, et que ça a été par la suite développé en doctrine. Mais en soi, c'est pas des éléments qui apparaissent ex nihilo là-dessus. Oui. Mm. Alcibiade, c'est intéressant, d'autant que là, si vous parlez du politique, c'est vrai qu'il y a à la fois une ascendance aristocratique et certaines conceptions, mais en même temps une approche plus démocrate lorsqu'on parle de Samos et tout ça, un retour vers la flotte, vers différentes stratégies. Et puis, ce qui est intéressant avec des personnages comme Alcibiade, et c'est parmi ceux qui m'intéressent le plus, c'est qu'ils sont capables de s'adapter. Et je pense que c'est aussi ça qui rend la guerre du Péloponnèse aussi intéressante, c'est la capacité d'adaptation. Les Spartiates ne se laissent pas bloquer dans une conception de la guerre. Parce que dès 424, lorsqu'ils envoient Brasidas, ils ont déjà compris comment gagner. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils vont après appliquer ce qu'a fait Brasidas dans tout le monde égéen, et ils vont bloquer les détroits avec Lysandre, ils vont détruire la flotte athénienne, sans véritable bataille navale en plus. Et ils ont gagné. Eh bien, merci beaucoup.